Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis Jocelyne Vida, âgée de 72 ans, conseillère municipale pour le 3e mandat à Saint-Herblain, qui est la commune toute proche de Nantes. Je suis veuve et mère de 2 enfants valides. J'étais enseignante en espagnol, mais je n'ai pu exercer ma profession que pendant 4 ans. Je suis la 4e et la plus jeune de la fratrie. Tous avaient la même maladie, l'ataxie de Friedreich, avec quelques nuances de sévérité. L'ataxie de Friedreich est une maladie congénitale, pas héréditaire chez nous, puisque mes enfants sont valides. J'ai des neveux et des petits-neveux valides également. Donc c'est seulement que mes 2 parents avaient le même gène de la maladie et leur union a fait que nous étions tous concernés. Dans l'association, je connais beaucoup de familles où tous ne sont pas atteints. Il y en a qu'un ou 2 par exemple. Mais je connais aussi d'autres familles où tous ont la même maladie. Mes frères et sœurs sont décédés dans l'ordre de leur naissance à 70, 74 et 75 ans. Et nous avons fait des recherches sur les antécédents des 2 côtés, mais aucune trace de la maladie n'est apparue dans nos recherches. Pardon, excuse-moi. Je voulais te la télé. Nous avons tous fait des études dans des écoles ordinaires. Rien ne paraissait de notre maladie, ou plutôt nous faisions 1000 efforts pour ne rien laisser apparaître. Notre souci était surtout que personne ne puisse remarquer que nous avions des difficultés. J'étais très sportive. Quand je faisais de la course, seule discipline qui me posait des problèmes, le premier symptôme décelé était que mes genoux fléchissaient en fin de parcours. J'avais 10 ans à peu près. Petit à petit, les autres symptômes étaient des difficultés d'équilibre, ce qui m'imposait beaucoup de serrer les dents bien souvent et de toujours viser la main courante quand il y avait des escaliers pour accéder aux classes. Pourtant, je marchais sur des échasses que mon père m'avait fabriquées et je faisais de la bicyclette normalement. Mon souci principal était de cacher mes difficultés pour que personne ne puisse remarquer ma différence. Et l'agoraphobie, je connais très bien. Quand je devais traverser
la cour et que je savais que mes élèves regardaient, c'était vraiment une épreuve. Dans les années 50, on ne parlait pas beaucoup du handicap et des associations qui regroupaient et défendaient n'existaient pas encore. Mes sœurs et mon frère avaient consulté à l'hôpital de Bordeaux et le diagnostic avait été annoncé. Mes parents espéraient que je serais épargnée, mais vite on a dû affronter la réalité. Ils ont toujours réagi intelligemment, sans se culpabiliser, sans nous surprotéger, ni nous étouffer. Ils nous ont fait vivre une vie ordinaire, même avec de l'humour. Nous ont toujours donné beaucoup d'affection en nous donnant tous les outils pour devenir des citoyens honnêtes et libres. Mes grossesses et mes accouchements se sont très bien passés. J'ai même pu noter une amélioration de mon état pendant mes grossesses. Je peux dire que ma vie se décline en 2 séquences. D'abord, ma vie debout, sans fauteuil, et ensuite, ma vie assise avec fauteuil. La charnière correspond au décès accidentel de mon mari à 34 ans. Donc, moi, j'en avais 33. Le choc émotionnel m'a causé une forte évolution, mais il fallait que j'élève mes 2 enfants et que je les rende heureux. Mon amour pour eux m'a donné beaucoup de force. Il me semblait que je pouvais faire tomber les montagnes. Je n'ai jamais pris de traitement spécifique. Je prends très peu de médicaments. Ma seule manière de me soigner est de rester très attentive à ma nourriture et de noter mes réactions selon certains aliments, ce qui m'a amené à en supprimer certains. Maintenant, je vis en osmose avec mon fauteuil. Il me donne un peu de liberté, bien qu'elle en ait pris un seul coup, avec les contraintes d'horaire des aides et les choix imposés souvent par l'accessibilité. Je suis devenue souvent spectatrice des choses humaines, mais je reste actrice de ma vie et en aucun cas je serai passive. Cet état d'immobilité seulement apparente me conduit à une réflexion que j'appellerais éloge de la lenteur. C'est le côté positif de ma singularité. L'observation et l'attention conduisent à un meilleur respect des autres, une satisfaction intérieure, d'où une meilleure estime de soi. Tout cela grâce à la patience. Au final, une satisfaction intérieure et une paix intérieure. La lenteur lutte contre la dispersion
et la précipitation. Elle invite à prendre soin de son corps pour que son âme s'y sente à l'aise. J'arrête de dire et de penser que mon corps est un traître et un encombrant puisqu'il me fait découvrir d'autres qualités importantes de la vie malgré toutes mes difficultés, supplément gratuit de la maladie, comme fausse route, contracture, escarre, je trouve la vie intéressante. J'ai toujours envie d'apprendre et j'ai des passions comme la cuisine, les voyages, la musique et toutes les découvertes de la vie. Merci Jocelyne. Merci beaucoup pour la simplicité de votre témoignage. Merci. Peut-être Délard a une question ? Je voudrais profiter de cette instance pour demander à mesdames et messieurs les médecins et le personnel soignant de réfléchir au remplacement du terme patient que je ne supporte pas. Je serais même une impatiente. Et je trouve que ça induit des sentiments de supériorité par rapport à la personne qui est en face. Un esprit de mainmise aussi sur la personne. Et je pense que ça pourrait être un thème intéressant pour l'université d'été de l'an prochain. Merci Jocelyne. Délard, tu as peut-être un commentaire à faire sur ce qu'a dit Jocelyne ? Oui, d'accord. J'aurais peut-être pas présenter. grand-chose à ajouter. D'abord, je me présente, je m'appelle Camaro Bellard et je suis étudiant à l'université de Nantes. Je fais l'informatique et puis je suis ici en tant qu'accompagnateur de Jocelyne. Et j'ai trouvé ça, je dirais, ce travail comme pour me trouver une activité quotidienne. Parce qu'après, à rentrer à l'université, j'avais peut-être un petit temps libre le soir. Et puis, je me suis dit, ben, peut-être autant chercher un travail, peut-être aussi financer mes études à côté. Et puis, ce que j'ai appris aussi, c'est que les gens qui sont handicapés, si je puis me permettre d'utiliser ce terme, ne sont pas suivis. Enfin, on ne prête pas l'attention sur ces gens. Parce que pour moi, avant, je ne pouvais pas, par exemple, pour rentrer dans le tramway ou bien dans le busway, de laisser avant une personne qui est dans le fauteuil roulant de passer avant moi. Mais par après, j'ai trouvé que c'était pénible pour eux, par exemple, de se déplacer, que ce n'est pas tout le temps accessible dans tout ce qu'ils font. Et puis, par là, c'est là où j'ai découvert, comme elle a dit tout à l'heure, la patience. Donc, c'est une chose que tout le monde n'a pas. Et puis, en tout cas, je dirais peut-être merci aussi à Madame Vidar-Jocelyne pour m'avoir appris à être patient. Et puis aussi, c'est pas, je dirais, c'est pas pratique pour eux aussi, pour les gens. Parce que, par exemple, si je suis chez elle aussi, en tant qu'accompagnateur, il y a des trucs, par exemple, que je peux mettre en hauteur, que je crois qu'elle va prendre ça, mais au bout du compte, elle ne pourra pas. Ben, ce sont des trucs qu'on fait quotidiennement, nous qui sommes valides, et qu'eux, ils ne peuvent pas. Donc, en gros, je pourrais clôturer sur cela. Sinon, merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Merci. Merci Délard. Et pour ceux qui étaient présents hier, évidemment, le témoignage de Jocelyne peut faire référence aux propos d'Eric Fiat, voilà, sur l'éloge de la lenteur. Je vais laisser le soin à Léo de conclure la matinée. Je crois que pour conclure, je vais inviter Emmanuel à monter sur scène pour un mot de la fin, parce qu'il sera beaucoup mieux que moi à faire la synthèse de ces 2 jours. D'abord, merci à Jocelyne.
C'est une manière un peu, non pas de clore l'université, puisqu'il y a encore l'après-midi, mais je vais demander à Émilie de me rejoindre. Ce qu'on voulait, c'était, dans la partie conclusive de la matinée, arriver à ramener quelques éléments qu'on a glanés à travers ces 2 journées et demie. Alors, je peux prendre un engagement, on a envie de continuer. Alors, je vous incite à voir sur le site, et Pierre-Emmanuel Brugeron fera le nécessaire pour qu'on ait une accessibilité à cet engagement qu'on prend, c'est de participer à la création de cet espace éthique MMD. Notre atelier hier, on a essayé d'élaborer ce que pouvait être un projet d'espace éthique, a fait apparaître qu'on devait le faire ensemble. C'est pas tout de parler d'avec, mais de le faire ensemble. Et on compte sur votre précieuse collaboration. Donc, dans les jours qui viennent, quand le nouveau site sera ouvert, venez nous rendre visite pour essayer de voir de quelle manière être contributif de cette démarche. Alors, avant de vous dire ce que moi j'ai ressenti avec notre équipe au cours de ces 2 journées et demie, j'aimerais donner la parole à Émilie. Pour les personnes qui ne l'ont pas écouté hier, bon, elles ont manqué un moment extraordinaire, mais elles pourront se rattraper en regardant le site. Donc, c'est la dirigeante, en quelque sorte, parce que c'est quasiment un travail de dirigeant qu'elle coordonne, de Dig Dang Dong. Vous regarderez le site, il est extraordinaire. Donc, il nous a parlé de la réalité au quotidien de la maladie du Huntington, de la Corée du Huntington. Alors, je voulais qu'elle nous dise en quelques mots comment elle a ressenti cette université. Elle qui est tellement productive, je lui dirai ensuite comment on a ressenti aussi ce qu'elle nous a dit au cours de cette université. Je ne sais pas si ça marche. Oui. Bon, moi j'étais d'abord très très bouleversée d'un bout à l'autre. Depuis, avec Florence, depuis hier, on succule chaque seconde de ces moments, depuis lundi même. Parce que c'est très rare cette importance accordée aux usagers dans ce type de rassemblement. Moi, quand je vais dans les congrès, évidemment, ce ne sont pas forcément des congrès d'éthique, ce sont des congrès médicaux. On est 10 usagers dans la salle sur 500 personnes. On n'a évidemment pas la parole. Et on ne comprend absolument rien de ce qui se raconte, mais on s'accroche parce que ça nous intéresse et on a envie de communiquer avec la recherche et d'être au contact de ce qui se fait sur notre propre maladie, mais on est largué. Et là, c'est tout l'inverse. On a l'impression que déjà, chaque minute, on a quelque chose qui résonne tellement avec ce qu'on ressent. Donc ça, c'est vraiment déjà extraordinaire. Et puis, vis-à-vis des maladies neurodégénératives dans leur ensemble, c'est un défi qui a pris un petit peu de retard. Emmanuel reparle toujours des années SIDA, dont évidemment nous sommes les héritiers. La santé mentale a un petit peu progressé à ce niveau-là en termes de prise en compte des usagers dans l'appréhension de tout ça. Mais au niveau des maladies neurodégénératives, il y a un peu de retard. Enfin, il y a même, on est à la bourre. Et ben là, j'ai l'impression qu'il y a un tournant. Enfin, on ressent ça, on discute avec les collègues Alzheimer, on a plein de trucs à se dire. Là, votre témoignage, Jocelyne, voilà, vraiment, me transporte. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre quand on n'est pas usager. C'est qu'on peut être dans cette expérience avec des moments où ça va vraiment bien. Et c'est pas pour ça qu'on n'a pas besoin d'aide. Il y a un grand hiatus parce que du coup, c'est comme si on disait qu'on va bien, alors on n'a pas besoin d'aide. Alors c'est très compliqué. Quel est le rôle des aidants à ce moment-là? Enfin, il y a aussi tout ça. Et avec les maladies neurodégénératives, au bout d'un moment, c'est difficile de s'exprimer. Là, on en profite avec Florence, mais au bout d'un moment, il faudrait qu'il y en ait d'autres que nous. Or, on n'est pas, c'est pas bisounours. Moi, je sais que je peux donner cette impression-là de toujours regarder les choses, le verre à moitié plein, mais c'est absolument pas ça. Moi, en terrain, je vois des personnes très avancées dans leur maladie qui me disent, parce que je reste longtemps à côté d'elles, et qui finissent au bout de quelques minutes vraiment me faire comprendre, tu sais, je me sens bien maintenant. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais je me sens bien. Et donc, c'est un message que je trouve qu'il faut continuer à faire advenir ou à aider ceux qui se sentent mal à arriver là aussi, parce que c'est possible, y compris avec des maladies pareilles. Voilà, j'en arrête là. Merci.
Moi, je dirais 2 mots de conclusion. Bon, il y aura ensuite des ateliers cet après-midi, mais enfin, on n'a pas encore prévu la 4e journée, comme ça sera le cas, où on fera une vraie conclusion, une vraie synthèse, comme on a envie de le faire. De toute façon, on ne se sépare pas, puisqu'on est dans une espèce de dynamique qui a déjà quelques années, et grâce au plan MMD, elle se poursuivra, cette dynamique, et elle se déploiera. Moi, je dirais, pour nous, pour notre équipe, je m'exprime donc au nom des personnes qu'on avait mis sur la scène au tout début, on éprouve une grande fierté, finalement, à être de cette aventure. Il y a différentes manières de faire de l'éthique. On l'a fait souvent en salon, en colloque. Et puis il y a une éthique engagée, c'est celle que vous assumez sur le terrain. Alors que ce soit personne malade ou professionnelle, je ne vois pas du tout la distinction. On sent que c'est le même discours, ce sont les mêmes valeurs, les mêmes envies, et puis la même ardeur de démocratie. Et pour nous, c'est extrêmement revivifiant. Nous, on a un travail à faire en tant qu'espace éthique, c'est donner l'envie aux gens qui ont la prétention de faire de l'éthique de s'intéresser à ces questions. Et ils ne sont pas tellement sur le terrain, y compris les grandes instances qu'on cherche à mobiliser sur ces questions. Alors c'est vrai que c'est intéressant de s'occuper d'assistance médicale à la procréation ou de toutes les évolutions des thérapies géniques. Mais sur le terrain, dans le quotidien, dans l'intimité du soin, on a aussi besoin que l'éthique soit présente. Alors ce qui nous rassure, c'est que ça nous donne de l'envie, c'est-à-dire ça nous donne une vraie légitimité à aller plus loin, à la fois dans notre manière de faire universitaire, mais également dans notre envie de protester socialement. C'est-à-dire, on a parlé de l'urgence d'agir. Fabrice Zil, qui est généralement dans un discours assez convenu, très intelligent, mais qui n'est pas pour la précipitation, il a son rythme. Il a dit qu'il y a un devoir de résistance, une obligation de résistance, et peut-être plus aujourd'hui que jamais, d'une certaine façon. Pourquoi ? Parce qu'on a des forces vives, c'est-à-dire on voit à travers l'université d'été, celles et ceux qui ont quelque chose à nous dire de ce que nous sommes en tant qu'humains et en tant que société, et qui a déserté finalement le champ social. Donc il y a une urgence à ce que cette parole fasse irruption sur la scène publique, et je dirais qu'il y a attente aussi de cette parole. Et sourdement, les gens, ils attendent aussi qu'on leur parle de questions essentielles. Ce n'est pas uniquement le joueur de football et puis son salaire qui intéresse le public. C'est de se dire, mais qui sommes-nous ? Qu'avons-nous à faire ? Puis ce que je trouve extraordinaire, c'est cette construction d'université d'été. On n'a rien inventé, on rend possible du possible. C'est-à-dire des gens qui peut-être ne se seraient jamais rencontrés, peut-être n'auraient jamais été rassurés de la parole d'un philosophe, d'un sociologue ou d'une personne malade, voire qui aurait dit on ne va pas ouvrir le livre, on ne va pas les rencontrer, je ne vois pas ce que ça va nous apporter, s'éveille à d'autres curiosités. J'étais fasciné tout à l'heure quand Roland Cher a fait son approche. Je me suis dit qu'est-ce qu'il va nous dire sur la responsabilité ? Et puis il nous a amené à sa manière, dans son champ, dans son univers, pour, in fine, nous ramener à l'essentiel, à la réalité, à l'engagement. Donc pour nous, université d'été, c'est ça, le mot université oublié, le mot été, c'est l'ambiance. Alors évidemment, sur scène, c'est Léo qui est avec son petit costume comme ça, très estival. Il a joué véritablement le jeu. Je dois rendre un hommage, parce que je ne veux pas oublier de le faire, aux techniciens qui ont fait aussi le décor de la salle, parce que tout à l'heure, on écoutait Paul Loup faire son intervention avec la nature derrière. On avait l'impression qu'il y avait les petits oiseaux, qu'il y avait le soleil, les nuages, etc. qui passaient. C'était très beau. Puis on a eu aussi une présence. Alors, vraiment, je ne vous cache pas qu'au départ, il y avait des débats à l'espace éthique sur notre fameux totem. Quand j'ai dit je ramène le totem de Normandie, etc., et on a dit mais est-ce que c'est vraiment le visage qu'on veut donner de réalité aussi difficile que la maladie neurologique dégénérative? C'est un visage, et regardez comme il a été sage et présent. Il a pris au fur et à mesure de ces débats une certaine intensité. J'aime autant vous dire que vous le reverrez, on l'amènera comme notre totem. Quand j'étais scout, vous savez, on avait une espèce de petit fanion. Là, ça va être notre totem. Il est trop lourd pour qu'on le mette comme ça pour se trimballer. Mais enfin, il a une vie. Encore merci à Jacques Grécourt d'avoir eu cette création. Je termine pour vous dire une chose qui est peut-être la chose la plus essentielle pour nous. On prend très au sérieux la mission qu'on a en tant qu'espace éthique. Pour nous, c'est un privilège. C'est aussi une charge morale parce qu'il ne faut pas échouer. Et pas échouer, c'est créer vraiment les conditions d'un débat, mais qui ne soit pas uniquement dans notre enceinte, c'est-à-dire cette université d'été, ces 700 personnes qui ont choisi d'être là. Ce qu'il faut maintenant, c'est que ça déborde. Il faut que tout ce qu'on a dit, tout ce que Jocelyne a dit, tout ce que tu as dit, d'autres personnes se sont exprimées, ait audience d'un point de vue public. Et j'allais dire audience d'un point de vue politique. Mais les politiques, ils ne sont pas là, d'une certaine manière. Pour autant qu'on ne se considère pas comme les meilleurs politiques, puisqu'au moins on assume nos responsabilités. Donc on a un travail aujourd'hui à faire, qui est un travail non pas de promotion, mais d'expression publique. Ces questions, c'est les questions de la cité. Et quand les médecins s'expriment, j'ai écouté Pierre, mais on a pu en parler d'autres, ce matin aussi, Philippe et les autres qui se sont exprimés,
on voit qu'ils ne demandent que ça, c'est de ne pas parler qu'avec leur blouse blanche de médecin. Ils ont des choses à nous dire. Quand, dans la dernière partie de l'entretien, entre Céline et Philippe, ils ont parlé de l'intimité dans la relation de soins, avec beaucoup de pudeur, on a besoin aussi de comprendre que ce n'est pas uniquement des protocoles, l'instrumentalisation, et ce n'est pas uniquement de la performance, qu'il y a de l'humain, et l'humain doit trouver place dans la cité. C'est-à-dire on a besoin de le redire, de dire nos vulnérabilités, mais aussi, et je termine là-dessus, de dire nos forces. Vous ne vous rendez pas compte, quand nous, on n'est pas des professionnels de santé, la force que ça nous donne, l'envie que ça nous donne de croire en des valeurs essentielles qui ne sont pas des valeurs philosophiques transcendantes, mais en des valeurs qui doivent être les valeurs de la cité. Donc notre message, c'est simple, vous n'êtes pas obligé de tous faire un DU d'éthique ou un master d'éthique, voire un doctorat, comme certains dans la salle l'ont fait brillamment, n'est-ce pas Nadine, qui est au 4e rang. Je ne sais pas si ça lui a apporté, comme neurologue, un plus, mais nous, ça nous a apporté un plus qu'un neurologue fasse un doctorat chez nous et nous apporte toute sa réflexion. Mais ce qui est important, sentez-vous fiers de ce que vous faites et sentez-vous en devoir, en mission, d'en parler autour de vous. Quand j'entends des professionnels qui travaillent dans un EHPAD et qui n'osent même pas dire à leurs proches qui travaillent dans un EHPAD comme s'ils étaient contaminés ou comme s'ils étaient loufoques de travailler auprès de personnes dans des situations d'altération peut-être d'un certain nombre de fonctions, mais pas de leur humanité. Donc on a besoin d'avoir de la fierté et comptez sur nous. Nous sommes au début d'un combat, on se sent plus renforcé que jamais à continuer sur ce chemin. Un chemin qui doit être un chemin intellectuel, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'être dans le fantasme, d'animer le débat public d'une manière superficielle. Il faut qu'on construise, donc il faut que ce soit nourri intellectuellement, que ce soit documenté, que ce soit universitaire. Et vous avez vu, il y a eu différentes tonalités, il y a eu l'expérience, mais il y a aussi l'intelligence des situations. Et je termine sur cette notion d'intelligence. Vous voyez, quand je commence à dire je termine, j'ai ma femme au premier rang qui commence à s'inquiéter. Elle sait qu'elle passera la soirée ici et que finalement on ne prendra pas notre train ce soir. Donc je termine sur ce point-là. C'est cette notion d'intelligence partagée. Et pas uniquement une intelligence de la tête, mais aussi une intelligence du cœur.